Un garçon de 10 ans percute la voiture de son père en essayant de conduire et est arrêté par la police lorsque l'officier voit ce que le garçon avait dans la voiture, il panique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil digital du micro-ondes clignotait à 21h47 alors que David Wheeler fixait sa 3e tasse de café, regardant la vapeur s'élever en spirale paresseuse. Le plan de travail de la cuisine était encombré des restes d'un dîner précipité, 2 contenants vides de mac and cheese pour micro-ondes, une pomme à moitié mangée et les carottes intactes d'Emma. Il devrait nettoyer avant de partir, mais le message texte de l'hôpital brillait encore sur son téléphone. Pénurie critique de personnel, peux-tu venir plus tôt, papa ? La voix de Marcus se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. David se retourna pour trouver son fils de 10 ans debout là, vêtu d'un t-shirt de baseball surdimensionné des Burlington Devils et serrant une feuille d'exercice de mathématiques. « Tu avais dit que tu vérifierais mes devoirs, n'est-ce pas, mon pote ? Je suis désolé, mais il y a une urgence à l'hôpital. » David passa une main dans ses cheveux brunâtres grisonnants, remarquant comment les épaules de Marcus s'affaissaient légèrement. « Laisse ça sur le comptoir, je m'en occuperai demain matin à mon retour. »« D'accord. » Marcus hocha la tête mais ne bougea pas de l'embrasure. Sous la lumière fluorescente crue de la cuisine, il paraissait plus vieux que ses 10 ans, les yeux sombres de sa mère, sérieux sous le sourcil froncé caractéristique de Sarah, affichaient la même expression qu'elle arborait en se concentrant sur ses mots croisés les dimanches matins, avant le cancer. « C'est Madame Peterson qui vient ?» demanda Marcus, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Leur voisine était en déplacement pour rendre visite à sa fille à Boston depuis une semaine. « Non, mais tante Janet. » David s'arrêta, se rappelant soudainement. « Non, elle est à Seattle pour cette conférence. » Il regarda sa montre à nouveau, 21h49. « Écoute, tu es assez grand pour gérer ça. Emma est déjà endormie, non ? » « Ouais, je lui ai lu 2 histoires. Elle en voulait 3, mais je lui ai dit que tu devais travailler. » David sentit le nœud familier de culpabilité se resserrer dans son estomac. Il traversa la cuisine et s'agenouilla devant son fils, remarquant que les chaussettes de Marcus ne correspondaient pas, une bleue, l'autre blanche avec un trou à la pointe. « C'est quand la dernière fois que tu as fait une lessive correctement ? Tu connais la routine, non ? Porte verrouillée, ne réponds à personne, le numéro de l'hôpital est sur le frigo et le 911 pour les vraies urgences. » conclut Marcus. « Je sais, papa, je ne suis pas un bébé. » « Non, tu ne le es pas. » David serra l'épaule de son fils, sentant la légère tremblement malgré la façade courageuse de Marcus. « Tu es mon jeune homme responsable, comme maman l'a toujours dit. » Le souvenir de Sarah flottait lourdement et amèrement entre eux. Les yeux de Marcus se portèrent sur la photo sur le réfrigérateur, Sarah à la plage, il y a 2 étés, son sourire éclatant malgré le foulard recouvrant sa perte de cheveux. David détourna rapidement le regard. « Il reste de la lasagne au frigo. Si tu as faim, ne reste pas éveillé trop tard à jouer à ces jeux vidéo, enfin, à 7 heures, dit-il, tentant de paraître sévère, mais le léger sourire de Marcus lui indiquait qu'il n'y parvenait pas. C'est une soirée d'école. Je sais. David attrapa sa veste de blouse dans le dossier de la chaise de la cuisine, vérifiant dans ses poches, badge d'identification, stylo, stéthoscope. La routine familière de préparation l'aidait à étouffer le doute persistant quant à laisser encore une fois les enfants seuls. Un léger craquement venant de l'étage les fit lever tous 2 les yeux. « Emma » appela David. « Elle fait ça parfois » expliqua Marcus, « elle marche un peu dans son sommeil. Je vais toujours vérifier sur elle. » Le cœur de David se serra. À quel moment son fils de 10 ans était-il devenu si adroit pour s'occuper de sa petite sœur ? Sarah aurait su mieux gérer cela, elle avait toujours su quoi dire, comment équilibrer travail et famille sans que tout ne semble constamment sur le point de s'effondrer. « Je serai de retour pour 8 heures, demain matin, plus tôt si je peux, » dit-il. David se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Tu peux dormir dans mon lit si tu veux, juste, tu sais, si tu te sens seul. » Marcus redressa les épaules. « Je vais bien dans ma chambre, mais peut-être que je vérifierai Emma encore une fois. » Le bruit de la télévision dans le salon offrait un faible bourdonnement de fond, le bruit blanc préféré de Marcus depuis le décès de Sarah, un autre détail que David avait, d'une manière ou d'une autre, manqué d'apprendre sur son propre fils jusqu'à récemment. En attrapant ses clés dans le bol près de la porte, David vit son reflet dans le miroir du couloir, les cernes sous ses yeux étaient devenues une caractéristique permanente, assortie à la barbe persistante qu'il n'arrivait jamais à raser correctement.
Sarah se serait moquée de lui en disant qu'il ressemblait à l'un de ses patients. « Papa » appela Marcus alors que David ouvrait la porte d'entrée, « fais attention. » « D'accord. » Les mots résonnèrent comme l'habituel adieu de Sarah, et pendant un moment, David n'arriva plus à parler, sa gorge nouée. « Toujours, mon pote. Je t'aime. Je t'aime aussi. » La porte cliqueta derrière lui et David se força à ne pas regarder en arrière vers la fenêtre où il savait que Marcus serait en train de surveiller. L'air d'automne mordait à travers sa blouse alors qu'il se hâtait vers sa voiture, la lumière à détecteur de mouvement projetant de longues ombres sur l'allée. Dans sa précipitation, il ne remarqua pas que son téléphone glissait de sa poche sur le siège passager, ni qu'il était descendu dans la fente entre le siège et la console centrale. En reculant dans l'allée, David aperçut la silhouette de Marcus à la fenêtre du salon, un petit sentinelle dans la nuit. Le garçon leva la main en signe d'au revoir et David lui fit signe en retour, réprimant l'inquiétude constante qui le rongeait. Ils iraient bien, ils avaient toujours été bien. Mais en tournant sur Maple Street en direction de l'hôpital, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose était différent ce soir. Peut-être était-ce le calme inhabituel dans l'air, ou la manière dont les feuilles d'automne glissaient sur la route comme des panneaux d'avertissement, ou peut-être était-ce simplement l'accumulation de trop nombreuses nuits comme celle-ci, s'empilant comme les factures impayées dans son tiroir de bureau et les messages sans réponse de l'enseignante d'Emma concernant ses problèmes d'adaptation. La radio grésillait de jazz nocturne tandis que les lumières de l'hôpital général de Burlington apparaissaient au loin, tel un phare l'attirant vers un autre quart de travail de 12 heures pour les urgences des autres. Derrière lui, sa maison rétrécissait dans le rétroviseur, abritant ses enfants et leurs peurs silencieuses dans ses pièces assombries. Marcus resta debout à la fenêtre du salon jusqu'à ce que les feux arrière de son père disparaissent au coin de la rue, comptant lentement jusqu'à 60, comme il le faisait toujours, une habitude qu'il avait développée dans les mois suivant la mort de maman, comptant, organisant, créant des schémas qu'il pouvait contrôler quand tout le reste semblait chaotique. La maison craquait et se stabilisait autour de lui tandis qu'il s'éloignait de la fenêtre, ses pieds chaussés de chaussettes glissant silencieusement sur le parquet. La télévision murmurait en arrière-plan un documentaire nocturne sur la lumière de l'océan, qu'il ne regardait pas vraiment. Il avait appris que le silence rendait la maison trop grande, trop vide, surtout les nuits comme celle-ci. Ses devoirs de mathématiques restaient oubliés sur le plan de travail, les problèmes de multiplication à moitié finis. Mademoiselle Jenkins comprendrait, c'était toujours le cas quand il expliquait les gardes de nuit de papa. Parfois, il se demandait si les professeurs avaient une note spéciale dans leur dossier à son sujet et celui d'Emma Wheeler, enfant d'une maman disparue et d'un papa qui travaillait de nuit, manipulé avec précaution. Cette pensée le força à redresser les épaules alors qu'il montait les escaliers pour vérifier Emma. Il ne voulait pas être traité avec précaution, il voulait être fort, comme maman lui avait dit de l'être. Avant la dernière fois à l'hôpital, la porte d'Emma était entr'ouverte, une tranche de lumière de couloir se déversant sur sa couette rose. Elle avait de nouveau jeté ses couvertures, un bras enlacé autour de l'éléphant en peluche que maman lui avait offert pour son dernier anniversaire. Marcus entra sur la pointe des pieds et rabattit soigneusement les couvertures sur sa sœur, observant sa respiration régulière. « Maman » murmura-t-elle dans son sommeil en se tournant légèrement. Marcus se figea, mais Emma ne se réveilla pas. Elle faisait cela parfois, appelant maman dans son sommeil. Papa ne savait pas que Marcus ne lui avait jamais dit que cela le rendait triste, et papa avait déjà assez de tristesse dans les yeux. De retour dans sa propre chambre, Marcus tenta de se concentrer sur son livre, le Hobby, que son professeur lui avait recommandé, mais les mots se brouillaient et son esprit vagabondait vers l'album photo caché sous son lit. Il l'avait regardé plus tôt, particulièrement les photos de ce dernier été au lac Champlain. Maman avait encore été assez forte pour nager, puis son rire résonnait sur l'eau alors qu'elle apprenait à Emma à flotter sur le dos. Le son strident du téléphone de la maison tranchait ses pensées comme un couteau. Marcus se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. 2h17 brillait sur son réveil de chevet en rouge vif. Personne n'appelait à cette heure tardive, sauf si quelque chose n'allait pas. Papa disait toujours de ne pas répondre au téléphone de la maison après le coucher. Mais et si c'était l'hôpital? Et si quelque chose était arrivé à papa? Le téléphone sonna à nouveau, plus insistant cette fois. Il fouilla dans le couloir en jetant un regard vers la chambre d'Emma, qui était toujours endormie, Dieu merci. Sa main tremblait lorsqu'il attrapa le téléphone de la cuisine à sa 4e sonnerie. « Allô, est-ce la résidence Wheeler ?» Une voix de femme, inconnue et haletante, répondit « J'essaie d'atteindre David Wheeler. » « Je suis Barbara Collins, la voisine de Margaret Wheeler. »
La prise de Marcus sur le téléphone se resserra. Grand-mère Margaret, papa est au travail. Je suis Marcus. Marcus, écoute, mon chéri, ta grand-mère a eu une crise cardiaque, l'ambulance vient de l'emmener au central Vermont Médical. J'ai essayé d'appeler le portable de ton père, mais il y avait du statique qui déformait les paroles de Madame Collins. Allô, Madame Collins? Marcus serra le téléphone contre son oreille. Quel hôpital? Un peu de statique, ensuite, en conditions critiques, ils disent que c'est grave. Il faut joindre ton père. La ligne se coupa. Marcus fixa le téléphone silencieux, le pouls battant dans ses oreilles. Grand-mère Margaret était malade, peut-être en train de mourir, et papa devait être informé. Mais le téléphone de papa était allé directement à la messagerie vocale quand il avait essayé d'appeler, et il ne connaissait pas le numéro direct du service des urgences où papa travaillait. Il essaya de rappeler Madame Collins, mais n'obtint qu'un signal occupé. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber le téléphone en le reposant dans son socle. « Penses-tu que papa ferait quelque chose? Qu'est-ce que maman aurait fait ?» se demanda-t-il. C'est ce qu'on est censé faire en cas d'urgence, mais alors que son doigt hésitait sur le clavier, le doute s'installa. Ce n'était pas son urgence, n'est-ce pas? C'était celle de grand-mère, et elle avait déjà une ambulance. Ils allaient probablement lui dire d'appeler papa. D'ailleurs, il ne savait même pas de quel hôpital Madame Collins avait parlé. Central, quelque chose, le Central Vermont Medical Center. Il y avait tellement d'hôpitaux dans la région. Ses yeux se posèrent sur les clés de la voiture de papa, toujours posées dans le bol en céramique près de la porte où papa gardait toujours un jeu de rechange. À 30 miles, c'est la distance de la maison de grand-mère, avait-il entendu papa le répéter assez souvent. S'il pouvait juste se rendre chez elle, Madame Collins pourrait lui dire de quel hôpital il s'agissait, et peut-être qu'il pourrait trouver papa. La pensée était folle, impossible, dangereuse. Maman aurait dit que c'était absolument hors de question, mais maman n'était plus là. Un plancher craqua à l'étage et le cœur de Marcus manqua un battement. Emma apparut en haut des escaliers, se frottant les yeux. Marcus, qui était au téléphone, ouvrit la bouche pour lui dire de retourner se coucher, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle avait l'air si petite dans son pyjama à papillons, ses cheveux noirs en désordre. Ne pouvait-il pas la laisser seule? Mais il ne pouvait pas rester inactif pendant que grand-mère Margaret pourrait être en train de mourir. Les clés de la voiture brillaient dans le bol, attrapant la lumière comme un signe ou un avertissement. « Veux-tu que je continue avec le chapitre 3 ?» C'était papa, non? Demanda Emma, descendant encore quelques marches, sa petite main agrippant la rampe et son éléphant en peluche, Monsieur Trinque, pendant que son autre bras le tenait. Sa fourrure grise, autrefois impeccable, était désormais usée par d'innombrables nuits de réconfort. L'esprit de Marcus s'emballa. Il aurait pu mentir, lui dire que ce n'était rien, et la renvoyer se coucher, c'est ce qu'un grand frère responsable ferait. Mais Emma avait développé un sixième sens pour détecter les mensonges depuis la mort de maman, ils l'avaient tous, comme si sa perte les avait rendus hyper conscients de tout ce qui semblait faux ou incertain. C'est à propos de grand-mère, dit-il finalement, en observant attentivement le visage de sa sœur. Elle est malade. La lèvre inférieure d'Emma tremblait, comme si maman était malade. La question frappa Marcus comme un coup physique. Non, pas comme ça, son cœur. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais je ne sais pas lequel, et papa ne répond pas au téléphone. Il s'arrêta, réalisant qu'il était en train de l'effrayer. Ça va aller, je vais trouver une solution. Emma descendit le reste des escaliers, ses pieds nus faisant peu de bruit sur les marches en bois. Elle regarda les clés de la voiture que Marcus fixait, puis se tourna vers son frère. Même à 6 ans, elle pouvait lire le conflit sur son visage. « Tu veux aller la chercher ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Marcus avala difficilement. « Je dois y aller, papa voudrait savoir. » Et si je n'arrive pas à finir la phrase? Et si grand-mère mourait seule, comme maman a failli mourir si papa n'était pas arrivé à l'hôpital à temps, cette dernière nuit? Je viens avec toi. Non, secoua Marcus énergiquement. Absolument pas. Tu dois rester ici, être seul. La voix d'Emma prit une légère note de panique, comme quand maman était partie et n'était jamais revenue. Les mots flottaient entre eux, lourds du chagrin partagé. Marcus se rappela du jour où papa avait laissé Emma chez Madame Peterson pendant qu'il se rendait à l'hôpital. Emma ne leur avait jamais pardonné de l'avoir laissée derrière, même s'il pensait la protéger. C'est différent, essaya d'expliquer Marcus, mais Emma secoua déjà la tête. Tu ne peux pas me laisser seule, dit-elle, ses petits doigts serrant Monsieur Trinque plus fort. Je ne te laisserai pas.
Je crierai, je réveillerai tout le quartier. Marcus savait que ce n'était pas une menace d'enfant. Emma, s'il te plaît, c'est dangereux. Je ne sais même pas si je peux conduire correctement, alors c'est dangereux pour toi aussi. Le menton d'Emma se projeta obstinément, la détermination de maman inscrite sur ses traits juvéniles. Souviens-toi de ce que maman a dit, nous restons ensemble, toujours. Une voiture passa dehors, ses phares balayant les murs du salon, faisant geler les deux enfants un instant dans cette brève illumination. Marcus vit la peur derrière la façade courageuse de sa sœur, la même peur qui habitait ses yeux depuis le jour où maman n'était pas rentrée de l'hôpital. Il regarda l'horloge, 2h27. Papa devait être en plein milieu de son service, concentré sur les urgences des autres. Le téléphone restait silencieux, n'offrant aucune solution, et dehors, les rues seraient pratiquement vides à cette heure si l'on décidait de faire cela. Ok, dit-il enfin, le mot semblant être une clé tournant dans une serrure, il n'y avait plus de retour en arrière. Mais tu dois faire exactement ce que je dis et tu dois m'aider. Je ne peux pas le faire seul. Le visage d'Emma s'adoucit. Elle traversa la pièce et prit sa main, ses petits doigts s'entremêlant aux siens. Je vais aider. Je suis doué pour aider. Va chercher tes chaussures et ton manteau, ordonna Marcus, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait, et il attrapa cette couverture sur le canapé, il faisait peut-être froid. Emma se hâta de s'exécuter. Marcus écrivit rapidement une note, son écriture plus désordonnée que d'ordinaire, sous l'effet d'une nervosité palpable. Papa, grand-mère Margaret a eu une crise cardiaque. Madame Collins a appelé, mais la ligne a coupé. Je vais chez elle pour savoir dans quel hôpital. Prends Emma. Désolé, mon amour. Il plaça la note contre la cafetière, là où papa serait sûr de la voir à son retour, puis attrapa sa propre veste et ses chaussures, vérifiant 3 fois qu'elles étaient bien attachées ou un autre rituel de comptage qui l'aidait à calmer ses nerfs. Emma revint, vêtue de son manteau d'hiver violet par-dessus son pyjama, la couverture du salon drapée sur ses épaules telle une cape, et elle avait même pensé à mettre des chaussettes sous ses baskets lumineuses. Parfois, sa débrouillardise le surprenait, même si cela n'aurait probablement pas dû, puisqu'elle était une Wheeler, après tout. Prêt ? Demanda-t-il en ramassant les clés de la voiture, qui lui semblaient impossiblement lourdes dans sa main. Marcus hocha solennellement la tête. Prêt, mais Marcus, peux-tu atteindre les pédales ? La question, si pratique et innocente, fit échapper un rire nerveux. Je pense que oui. J'ai vu papa conduire 1 million de fois, ça ne peut pas être si difficile, non ? Mais lorsqu'ils sortirent dans l'air frais de la nuit, la voiture se dressant devant eux comme un géant endormi, Marcus sentit tout le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il avait 10 ans et allait conduire une voiture en pleine nuit avec sa petite sœur à bord. Maman serait horrifiée, papa serait furieux, mais grand-mère Margaret était seule quelque part, son cœur défaillant, et personne ne répondait à leurs appels. Nous restons ensemble, murmura Emma en serrant sa main. Toujours, répondit Marcus en la serrant en retour, puis appuya sur le porte-clés. Les lumières de la voiture clignotèrent en réponse, comme un clin d'œil complice dans l'obscurité. Le siège du conducteur semblait impossiblement haut tandis que Marcus s'approchait de la portière. Il s'était déjà assis là auparavant en prétendant conduire pendant que papa faisait de petites courses, mais c'était différent. La responsabilité se faisait sentir physiquement, comme un poids sur sa poitrine. Peut-être devrions-nous ? Commença-t-il, mais Emma montait déjà à l'arrière, arrangeant sa couverture comme s'il s'agissait d'un simple trajet scolaire. « Tu peux le faire », dit-elle avec une confiance totale. « Tu es le meilleur élève de ta classe », a dit Madame Anderson lors de la soirée des parents, ajouta-t-il en avalant difficilement avant d'ouvrir la portière du conducteur. La lumière intérieure illuminait l'ensemble complexe de boutons et de cadrans sur le tableau de bord, qui paraissait soudain bien plus intimidant que lors de ses jeux. Il dut avancer le siège tout droit pour que ses pieds atteignent les pédales, même ainsi, il dut s'étirer. « Bon, d'accord », murmura-t-il, « ceinture d'abord. » Il vérifia la sienne, puis se retourna pour s'assurer qu'Emma était bien attachée. Pied droit sur l'accélérateur, pied gauche sur le frein. Ajustement des rétroviseurs, marmonna-t-il en bidouillant le rétroviseur jusqu'à voir correctement par la fenêtre arrière. La clé glissa dans le contact. Marcus prit une profonde inspiration et la tourna. Le moteur rugit à la vie, faisant sursauter les deux enfants. Le bruit semblait terriblement fort dans ce quartier paisible. Marcus baissa rapidement le volume de la radio qui avait commencé à diffuser la station de jazz nocturne que papa écoutait toujours. « Oh, quoi ?» chuchota Emma depuis l'arrière. La main de Marcus plana au-dessus du levier de vitesse.
Papa faisait toujours quelque chose ici, non? Le frein doit être enfoncé, dit-il en étirant sa jambe au maximum pour enfoncer la pédale de frein au sol. Le levier passa en douceur de P à D, et la voiture commença immédiatement à avancer, plus vite que Marcus ne l'avait prévu. Il poussa un cri et freina brusquement, les projetant tous deux en avant contre leur ceinture. « Désolé, désolé » halta-t-il. Emma gloussa nerveusement. « Ça va, tu t'en sors très bien. » Marcus relâcha doucement la pédale, et la voiture commença à avancer à petits pas. Il tourna le volant avec précaution, se souvenant de vérifier des deux côtés avant de sortir de l'allée. La voiture se déplaçait comme un énorme animal réticent sous son contrôle inexpérimenté. Ils atteignirent le bout de leur rue sans incident, bien que les jointures de Marcus blanchissaient sur le volant. Il alluma les feux de détresse, se rappelant comment papa les utilisait lorsqu'il conduisait lentement par mauvais temps. « Dans quelle direction est la maison de grand-mère » demanda Emma. « À droite, sur Maple, puis à gauche au grand carrefour » récita Marcus, ayant mémorisé l'itinéraire après d'innombrables trajets avec papa. « Ensuite, on suit les panneaux de l'autoroute » ajouta-t-il. La voiture avançait à 15 000 par heure, Marcus était trop terrifié pour aller plus vite, chaque véhicule approchant faisant battre son cœur plus fort. Mais à cette heure, les rues étaient presque vides, les rares voitures qui passaient supposaient probablement qu'ils avaient un problème mécanique à cause des feux de détresse clignotants. « Tu y arrives, » dit Emma, sa voix emplie de fierté. « Tu conduis vraiment bien, » répondit Marcus, même si son enthousiasme n'était qu'un baume léger pour calmer ses nerfs. « Il faut que je me concentre, » dit-il. Le tableau de bord indiquait 2h43. Les rues de Burlington étaient étrangement calmes, les réverbères projetant des flaques de lumière jaune à intervalles réguliers, que Marcus comptait au fur et à mesure 1, 2, 3, ce qui l'aidait à se focaliser sur autre chose que ses mains tremblantes. Ils approchèrent de l'intersection principale où ils devaient tourner à gauche. Le feu passa du jaune au rouge. Marcus freina brusquement encore une fois, et la voiture s'arrêta à quelques pieds derrière la ligne blanche. Le rouge signifie stop, annonça Emma depuis l'arrière, le vert signifie aller. Je sais, dit Marcus, reconnaissant la pertinence de son commentaire, qui rendait cette situation surréaliste presque normale, comme dans un de leurs jeux imaginaires. Le feu passa au vert. Marcus vérifia 3 fois dans chaque direction avant de tenter le virage à gauche. Le volant lui semblait énorme dans ses petites mains alors qu'il négociait la courbe, la voiture déviant plus largement qu'il ne l'avait prévu. Maintenant, on suit simplement cette route jusqu'à ce qu'on voit les panneaux de l'autoroute pour Montpellier, dit-il plus pour lui-même que pour Emma. C'est là que vit grand-mère. Ils passèrent devant les boutiques fermées du centre-ville de Burlington, toutes plongées dans l'obscurité, et les phares de la voiture faisaient apparaître de façon fantomatique les vitrines, mannequins et enseignes. Marcus continuait à vérifier le rétroviseur, terrifié à l'idée de voir des gyrophares de police, mais jusqu'à présent, ils avaient eu de la chance. Puis la petite voix d'Emma brisa la tension. « Marcus, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » La voiture dévia légèrement tandis que Marcus assimilait cette nouvelle urgence. « Tu peux te retenir ?»« Je pense que oui, mais combien de temps encore ?» Marcus fit quelques calculs rapides dans sa tête, à leur vitesse actuelle, peut-être 1 heure, probablement plus. « Oh !» Emma resta silencieuse un instant. « J'aurais dû y aller avant de partir. »« On aurait tous dû le faire avant de partir. » murmura Marcus, mais il n'y avait plus de retour en arrière, ils étaient engagés dans ce plan fou. En approchant de la rampe d'accès de l'autoroute, une nouvelle vague de peur s'empara de Marcus. L'autoroute signifiait des voitures plus rapides, plus de voies, plus de risques que quelque chose tourne mal. Mais c'était aussi le seul moyen d'atteindre grand-mère Margaret. « Nous restons ensemble », murmura-t-il, répétant leur promesse antérieure, toujours. Emma répondit depuis l'arrière, sa voix petite mais déterminée. La voiture s'engagea sur la rampe d'accès, les feux de détresse clignotant toujours, emportant ces jeunes passagers plus profondément dans leur aventure nocturne. Derrière eux, les lumières de Burlington s'estompaient, tandis qu'en face, l'autoroute sombre s'étirait comme une rivière d'incertitude assurée. L'officier Michael Sullivan, sirotant son café glacé, regardait par moments une voiture passer à l'intersection de Main et South Willard. L'affichage digital dans sa voiture de patrouille indiquait 3h17, le moment le plus calme du quart de nuit, lorsque même les étudiants se retiraient. Après 23 ans de service, ces heures tardives restaient étranges pour lui depuis le départ de Claire il y a 2 ans. Il avait choisi la patrouille de nuit, car c'était plus facile que de rester éveillé dans une maison vide en pensant à sa fille Lily qui dormait dans une chambre de l'autre côté de la ville et qu'il ne voyait que les week-ends désignés.
La radio grésillait avec des mises à jour de routine, une plainte pour tapage nocturne sur Pearl Street, une fausse alerte à la bibliothèque universitaire, que Sullivan notait mécaniquement, son esprit vagabondant vers le dîner prévu avec Lily, maintenant âgé de 13 ans et semblant déjà avoir compris le monde mieux que son vieux père. Un mouvement attira son attention, une voiture avançait anormalement lentement sur Southwest, les feux de détresse clignotant. Sullivan redressa sa posture, ses instincts professionnels se déclenchant. Dispatch, ici l'unité 47. J'ai une possible infraction octobre 1951 sur South Willard en direction du nord. Je vais vérifier. Reçu, unité 47. Sullivan suivit le Honda en maintenant une distance sécuritaire. Aucun signe évident d'intoxication, la voiture avançait lentement mais restait parfaitement centrée dans sa voie, presque trop précisément, comme si le conducteur faisait preuve d'une prudence extraordinaire. Il lut rapidement la plaque d'immatriculation, enregistrée à une adresse de David Wheeler à Burlington, sans infraction en cours. Les feux de détresse étaient activés, suggérant un problème mécanique, mais quelque chose dans la situation clochait. Sullivan activa ses gyrophares, pas la sirène, inutile de réveiller le quartier si c'était simplement un souci mécanique. Le Honda se mit immédiatement à se ranger sur le bas-côté, les feux arrière clignotant à plusieurs reprises, comme si le conducteur peinait à moduler la pression sur le frein. Arrêt de circulation sur South Willard près de Maple, plaque Victor Tango 7249, annonça-t-il. En s'approchant du côté conducteur, le faisceau de sa lampe révéla quelque chose qui le fit s'arrêter net. La tête du conducteur dépassait à peine du volant. « Qu'est-ce que c'est que ça, au juste » murmura-t-il, accélérant le pas. La vitre se baissa avec un grincement mécanique et Sullivan se retrouva face à un garçon qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Le visage de l'enfant était un mélange de terreur et de résignation, ses mains agrippant encore le volant, parfaitement à deux positions. « Permis de conduire et immatriculation, s'il vous plaît » dit Sullivan d'un ton automatique, puis se sentit aussitôt ridicule. « Je n'ai pas de permis » répondit timidement le garçon. « Je suis Marcus Wheeler. C'est la voiture de mon père. » Le faisceau de la lampe de Sullivan balaya l'intérieur du véhicule, révélant un mouvement à l'arrière. Une petite fille en pyjama et manteau d'hiver le regardait, serrant un éléphant en peluche. « Bonjour » dit-elle en agitant la main. « Je m'appelle Emma. J'ai dû venir parce que nous restons toujours ensemble. » Après 23 ans de service, Sullivan avait été préparé à bien des choses, mais découvrir 2 enfants conduisant à 3 heures du matin n'était pas prévu. Le protocole dictait qu'il devait signaler immédiatement un cas de négligence parentale ou de mise en danger, mais quelque chose dans l'expression de Marcus le fit hésiter. « Tu veux me dire ce qui se passe ici, fiston » demanda-t-il. La lèvre inférieure de Marcus trembla légèrement, mais sa voix resta ferme. « Notre grand-mère a eu une crise cardiaque. Madame Collins a appelé, mais la ligne a coupé, et papa est au travail, mais il a oublié son téléphone à la maison et nous ne savions pas quoi faire. Nous avons laissé un mot, ajouta-t-il. Emma intervint depuis l'arrière, sur la cafetière. Sullivan pointa sa lampe sur la console centrale, remarquant un morceau de papier froissé avec ce qui semblait être un numéro de téléphone partiellement inscrit. À côté se trouvait une photo usée d'une femme âgée entourée de décorations de Noël, son sourire reflétant celui d'Emma. « Papa est au travail » répéta Sullivan d'une voix calme et professionnelle. « C'est une infirmière au Burlington General » expliqua Marcus, en service de nuit aux urgences. « Nous avons essayé d'appeler, mais… » La voix du garçon se brisa légèrement et Sullivan vit ses mains se crisper sur le volant. À cet instant, il ne voyait pas une infraction au code de la route ou une scène de crime potentiel. Il se revoyait à son âge, la nuit où sa propre mère avait eu son premier AVC, l'impuissance de n'être qu'un enfant ne pouvant rien faire d'autre qu'attendre. « D'accord » dit Sullivan en prenant une décision qui allait peut-être être le meilleur ou le pire moment de sa carrière. « Voici ce que nous allons faire. » L'officier Sullivan fit signe à Marcus de glisser sur la banquette passager. Le garçon hésita, ses mains toujours figées sur le volant, comme si les lâcher risquait de briser le maigre contrôle qu'il avait sur la situation. « C'est d'accord, Marcus, je vais t'aider » dit doucement Sullivan en ouvrant la portière du conducteur. « Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe. Quand Madame Collins a-t-elle appelé ?» Marcus, en détachant soigneusement sa ceinture et en se décalant, répondit d'une voix tremblante. Il y a environ 1 heure. Elle a dit que grand-mère avait été emmenée au central Vermont Médical ? Oui, mais ensuite la ligne a coupé. Central Vermont Médical, interrompit Sullivan, son expression se modifiant. Il sortit sa radio,
puis s'arrêta. « Attends !» Il se tourna vers l'ordinateur de bord de sa voiture de patrouille, ses doigts volants sur le clavier. Marcus et Emma observaient en silence intense, les lumières bleues et rouges de la patrouille se reflétant sur leurs visages. « Dispatch, ici l'unité 47. J'ai besoin d'un bilan sur un patient admis au central Vermont Médical dans les 2 dernières heures. Nom, Margaret Wheeler. Cas cardiaque. » La radio crépita avant qu'une voix féminine ne réponde. « Attendez, unité 47. » Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Emma s'était glissée entre les sièges, serrant toujours Monsieur Trinck, son petit visage marqué par l'inquiétude. Unité 47, confirmation. La patiente Margaret Wheeler a été admise à 1h47, est actuellement en chirurgie d'urgence et est classée en condition critique. Le visage de Sullivan s'assombrit. Il reprit sa radio. Copier. Dispatch, je vous demande de contacter les urgences du Burlington General pour joindre l'infirmière David Wheeler. Message prioritaire concernant une urgence familiale. Le souffle de Marcus se coupa. Grand-mère va. Et, regardez-moi, dit Sullivan en se tournant vers les 2 enfants. Votre grand-mère reçoit actuellement les meilleurs soins possibles, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, ce que vous avez fait ce soir en conduisant cette voiture. Je sais que vous vouliez aider, mais vous auriez pu être gravement blessé, voire pire. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Marcus murmura, des larmes commençant à couler. Papa dit toujours que la famille prend soin de la famille, et après maman. Il s'arrêta, incapable de continuer. Continue, Sullivan sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Il avait vu les signes subtils, mais les 2 enfants en chemise de nuit, aucune mère présente, et la manière dont Marcus se comportait, comme s'il était habitué à assumer des responsabilités d'adulte. La radio crépitait de nouveau. Unité 47, Burlington General rapporte que David Wheeler est actuellement en chirurgie traumatique, il est injoignable pour l'instant. Emma laissa échapper un petit son apeuré, comme lorsque maman était en chirurgie. Marcus se retourna et attrapa la main de sa sœur. « Papa n'est pas malade, c'est lui qui fait la chirurgie, il aide les gens. » Sullivan observa cette interaction. Des années d'expérience dans la police, l'instinct parental et le protocole indiquaient qu'il devrait amener les enfants au poste, appeler les services sociaux, déposer un rapport. Mais en regardant ces enfants, leur détermination farouche à rejoindre leur grand-mère, leur peur évidente d'être séparés, il sut qu'il devait y avoir une meilleure solution. Dispatch, unité 47, demande l'autorisation du superviseur pour un transport d'urgence de 2 mineurs vers le centre médical du Vermont Central, situation de soins critiques familiaux. Nous aurons besoin d'une unité supplémentaire pour sécuriser un véhicule civil. Il y eut une pause plus longue avant que la radio ne reprenne vie. Unité 47, sergent Cooper autorise le transport. Unité 23 est en route vers votre position pour la sécurité du véhicule. Merci. Marcus poussa un soupir de soulagement, perceptible dans sa voix. Ne me remercie pas encore, dit Sullivan, bien que d'un ton doux. Nous allons avoir une conversation très sérieuse avec ton père au sujet de ce soir, mais pour l'instant, mettons-toi en sécurité auprès de ta grand-mère. Pendant qu'ils étaient transférés dans la voiture de patrouille, Sullivan remarqua Marcus jeter un coup d'œil en arrière vers la Honda de leur père, la culpabilité inscrite sur son jeune visage. La voiture ira bien, le rassura Sullivan. L'officier Chin s'assura qu'elle retourne à ta maison. Maintenant, j'ai besoin que vous boucliez tous les 2 et que vous me racontiez tout ce que vous savez sur l'état de santé de ta grand-mère. Alors qu'ils s'éloignaient du trottoir, les lumières clignotaient, mais la sirène restait silencieuse. Sullivan croisa le regard d'Emma dans le rétroviseur. « Le nom de ton éléphant est Monsieur Trinck, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, se rappelant de sa précédente présentation. Emma hocha la tête solennellement. « Eh bien, Monsieur Trinck devrait savoir qu'il se trouve dans une vraie voiture de police maintenant, c'est assez spécial. » Un mince sourire traversa le visage d'Emma, le premier que Sullivan avait vu de toute la nuit. « Unité 47 en route vers Central Vermont Médical, » rapporta-t-il, puis ajouta plus doucement, « Parfois, la bonne chose et la mauvaise chose se ressemblent terriblement, n'est-ce pas ?» Marcus, regardant par la fenêtre la nuit qui défilait, murmura en retour, « C'est ce que maman disait. » Les mains de David Wheeler se déplaçaient automatiquement tandis qu'il suturait la lacération sur le front de son patient, ses mouvements précis malgré l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Les urgences étaient chaotiques depuis son arrivée. Un carambolage avait amené 8 cas de traumatisme et ils étaient encore en sous-effectif. Docteur Martinez, la pression du patient chute. Une voix s'éleva derrière le rideau.
Besoin de vous ici, Wheeler, dit Dr Martinez en se précipitant. Dès que vous aurez terminé ici? David noua le dernier point de suture, vérifiant rapidement son travail presque fini, à 2 minutes près. Les haut-parleurs se mirent à crépiter. Infirmier Wheeler, au bureau de garde. Infirmier Wheeler, au bureau de garde, urgent. David fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à l'horloge, 3h47 du matin. Personne n'appelait les infirmiers au bureau pendant un trauma. Aussitôt, son cœur fit un bond. Les enfants, j'ai besoin que quelqu'un finisse ici, cria-t-il, retirant déjà ses gants. Une infirmière plus jeune intervint immédiatement et David se mit en mouvement, poussant à travers les doubles portes en direction du bureau. Nancy, l'infirmière de garde, tendit un téléphone. Son visage lui en disait long avant même qu'elle ne parle. Burlington PD au téléphone. Ça concerne vos enfants. Le combiné semblait lourd comme du plomb dans sa main. Ici David Wheeler. Monsieur Wheeler, ici l'officier Michael Sullivan, vos enfants sont en sécurité, j'ai besoin que vous l'entendiez en premier. Les genoux de David fléchirent légèrement et il agrippa le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Je les ai trouvés il y a environ 20 minutes. Ils essayaient de se rendre au centre médical du Vermont Central, monsieur. Votre mère y a été admise suite à un événement cardiaque. Quoi? La voix de David se brisa. Ma mère? Que voulez-vous dire par ils essayaient de conduire? La voix de l'officier resta calme, professionnelle. Selon votre fils, ils ont reçu un appel du voisin de votre mère concernant une crise cardiaque lorsque vous étiez injoignable. Marcus? Eh bien, il a pris une décision, pas une bonne décision, mais compréhensible dans les circonstances. L'esprit de David s'emballa, tentant de traiter trop de crises en même temps, sa mère, les enfants, la voiture. Monsieur, poursuivit l'officier Sullivan, je les transporte moi-même au centre médical du Vermont Central. Votre mère est en chirurgie en ce moment, les enfants ont peur mais vont bien autrement. Un remue-ménage éclata derrière lui, des moniteurs bipant, des voix élevées. David se tourna pour voir Dr Martinez gesticuler avec urgence. Nous avons besoin de vous maintenant. David pressa sa main libre contre son front, le monde tournant. Je ne peux pas, je suis en plein milieu de multiples traumatismes, je ne peux pas partir, papa. La voix de Marcus parvint soudainement à travers la ligne, petite et apeurée. Je suis désolé, je sais que c'était mal, mais grand-mère. Le son de la voix de son fils, si jeune et pourtant essayant si fort d'être courageux, brisa quelque chose en lui. Il pensa à Sarah, à ce qu'elle dirait, à ce qu'elle ferait. Docteur Martinez, appela-t-il, sa voix portant à travers la cour. Urgence familiale, je dois y aller. Docteur Martinez sembla prête à objecter, puis vit son visage. Elle hocha la tête sèchement d'un signe clair. Va, nous gérons la situation. De retour sur la ligne, David parla rapidement. Marcus, écoute-moi, reste avec l'officier Sullivan. Je pars tout de suite, dis à Emma que j'arrive. Et ta patience? Demanda Marcus, et David sentit des larmes piquer ses yeux devant la préoccupation constante de son fils pour les autres. Certaines choses sont plus importantes, dit David, en retirant déjà son haut de chirurgie. Je vous aime tous les deux, je serai là aussi vite que possible. Alors qu'il se précipitait vers son casier, l'esprit de David se rappela la nuit précédente avec Sarah, comment il avait failli manquer l'adieu à cause d'un cas de trauma. Jamais plus, s'était-il promis, jamais plus le travail ne passerait avant le temps en famille, pour tenir cette promesse. La salle d'attente du centre médical du Vermont Central bourdonnait des sons familiers de n'importe quel hôpital la nuit, le doux bip des moniteurs lointains, le grincement des chaussures des infirmières sur le sol, les conversations étouffées à la réception. L'officier Sullivan était assis entre Marcus et Emma, sa présence habituelle d'autorité adoucie alors qu'il aidait Emma à compléter un mot croisé trouvé dans sa voiture de patrouille. Essaie de regarder en diagonale, suggéra-t-il en désignant la page. Parfois, les mots difficiles se cachent ainsi. Marcus resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur les doubles portes menant à l'aile chirurgicale. À chaque fois qu'elle s'ouvrait, il se crispait, puis se détendait lorsque qu'un autre inconnu entrait. L'horloge au mur indiquait 4h23 du matin. « Ton père sera là bientôt », dit Sullivan en remarquant l'anxiété de Marcus. C'est à environ 40 minutes de Burlington et il est parti juste avant 4h. Comme si, convoqué par ces mots, les portes de la salle d'attente s'ouvraient en grand. David Wheeler se tenait là, encore en pantalon de chirurgie et en t-shirt jeté à la hâte, les cheveux ébouriffés et les yeux sauvages. « Papa !» Emma se jeta hors de sa chaise, oubliant le mot croisé.
David la rattrapa dans ses bras, la soulevant et la tenant fermement contre sa poitrine. Ses yeux cherchèrent Marcus, qui ne s'était pas déplacé de sa chaise. Le nom de David fit briser la voix de Marcus. Le garçon se leva lentement, le visage exprimant un mélange de soulagement et de peur. « Papa, je suis désolé, je sais que je n'aurais pas dû. » David traversa l'espace en 3 longues foulées, entraînant Marcus dans son étreinte avec son bras libre. Pendant un long moment, les 3 restèrent enlacés, les petits reniflements d'Emma étant le seul son. Monsieur Wheeler se retourna pour trouver un médecin en blouse chirurgicale se tenant à proximité, son visage affichant la neutralité mesurée que les professionnels de la santé acquièrent après des années à annoncer autant de bonnes que de mauvaises nouvelles. « Je suis Dr Patel, votre mère est sortie de la chirurgie. » Le bras de David se resserra autour de Marcus. « Comment va-t-elle ? » La chirurgie a été un succès. Nous avons posé 2 stents pour dégager les blocages. Elle est stable, mais les prochaines 24 heures seront critiques. Les yeux de Dr Patel se posèrent sur les enfants. Elle est transférée en soins intensifs. La famille peut lui rendre visite brièvement, une personne à la fois. « Peut-on la voir ?» demanda Emma d'une petite voix. Dr Patel sourit doucement. « Laissez-la se reposer un peu d'abord. Pourquoi ne pas prendre un moment pour reprendre votre souffle ? La cafétéria est ouverte si vous avez besoin de café ou de collation. » Alors que le médecin s'éloignait, l'officier Sullivan se leva. « Je devrais déposer mon rapport, mais d'abord, monsieur Wheeler, pourrions-nous parler en privé ?» David hocha la tête, déposant Emma avec soin. « Les enfants, restez ici, je reviens dans 1 minute. » Ils se dirigèrent vers un coin tranquille de la salle d'attente. Le visage de Sullivan était à la fois compatissant et sérieux. « Légalement, je devrais porter des accusations pour mise en danger d'enfants, conduite d'un véhicule sans permis où la liste est assez longue. » Le visage de David pâlit. « Officier, s'il vous plaît, ils essayaient juste de me laisser finir. » Sullivan leva la main. « Je ne vais pas faire cela, mais cela ne doit plus jamais se reproduire. » Il sortit une carte de visite. « Ma fille a 13 ans. Après la séparation avec sa mère, elle a essayé de s'enfuir chez sa grand-mère. Les enfants font des choses désespérées quand ils ont peur de perdre leur famille. » David prit la carte, ses mains tremblant légèrement. « Merci de les avoir retrouvés, de les avoir amenés ici, et pour votre compréhension. » Sullivan esquissa un léger sourire. « Assurez-vous simplement qu'ils aient un meilleur plan d'urgence la prochaine fois, et, monsieur Wheeler, procurez-vous un téléphone de secours. » Après le départ de Sullivan, David retourna vers ses enfants. Marcus avait rapproché sa chaise de celle d'Emma, leurs épaules se touchant alors qu'ils partageaient le mot croisé. « Nous devons parler de ce qui s'est passé ce soir, » dit David en prenant place en face d'eux. « Mais d'abord, j'ai besoin que vous sachiez tous les 2 quelque chose. » Il se pencha en avant, s'assurant d'avoir toute leur attention. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là quand vous aviez besoin de moi. Ce n'est pas de votre faute, papa. Tu aidais les gens, c'est ton travail, non ?» intervint rapidement Marcus. « Non, » secoua David la tête, « mon travail, c'est d'être ton père avant tout, tout le reste vient ensuite. J'ai oublié cela pendant un moment, mais ça ne se reproduira plus. » Emma leva les yeux de son puzzle. « Est-ce que grand-mère va bien ? » « J'espère que oui, ma chérie, les médecins ici sont très compétents dans ce qu'ils font. » Il tendit la main et prit celle de chacun d'eux. « Mais quoi qu'il arrive, nous restons toujours ensemble. » Les doigts de Marcus se crispèrent autour de ceux de son père. « C'est ce que maman disait, n'est-ce pas ? » « Oui, elle le disait, » répondit David tristement avec un sourire mélancolique, « et elle avait raison. Peut-être la prochaine fois, restons ensemble, sans grand F-Toto. » La tentative maladroite d'humour brisa la tension, Emma gloussa et même Marcus esquissa un petit sourire. « Maintenant, » continua David, « qui veut m'aider à piller la cafétéria ? J'ai entendu dire que les coupes de pudding de l'hôpital sont la monnaie universelle parmi les enfants qui savent. » Alors qu'il se levait pour partir, David attrapa Marcus dans une accolade rapide. « Tout ira bien, » murmura-t-il. Pour la première fois cette nuit, Marcus y crut. Le ciel à l'extérieur commençait à s'éclaircir, les premières lueurs pâles de l'aube perçant l'obscurité. David s'assit entre ses enfants dans la salle d'attente de l'USI, tous 2 finissant par s'assoupir après l'épreuve de la nuit. La tête d'Emma reposait sur ses genoux tandis que Marcus s'appuyait contre son épaule, luttant contre le sommeil. « Même maintenant, vous pouvez vous reposer, » dit doucement David. « Je vous réveillerai si quelque chose change. »« Je ne suis pas fatigué, » marmonna Marcus, bien que ses yeux se fermaient peu à peu. «
À travers la fenêtre de l'USI, David pouvait voir la chambre de sa mère. Elle paraissait petite dans le lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de tubes, mais sa couleur était meilleure que ce qu'il avait imaginé. Dr Patel avait été prudemment optimiste lors de sa brève visite. La chirurgie s'était bien déroulée et Margaret Wheeler se montrait aussi têtue à se remettre qu'elle l'était dans tout le reste de sa vie. « Tes enfants sont vraiment quelque chose », dit David en levant les yeux pour voir l'officier Sullivan approcher, portant 2 tasses de café. Il était resté bien au-delà de la fin de son service, passant des coups de fil et apaisant la situation avec le département. Sullivan offrit l'une des tasses. « Le café de l'hôpital est presque aussi mauvais que celui du poste de police, mais il fait le job. » « Merci, merci, » dit David en se décalant soigneusement pour prendre la tasse sans déranger les enfants. Pour tout, s'installa Sullivan dans la chaise en face d'eux. « Tu sais, en 23 ans de service, j'ai vu beaucoup d'enfants dans de mauvaises situations faire de mauvais choix, mais là... » Il fit un geste vers Marcus et Emma. C'était différent, ils auraient pu être tués. « C'est vrai, » dit David, la réalité de la situation resserrant encore sa poitrine. « Oui, » acquiesça Sullivan, mais ils n'essayaient pas de s'enfuir ni de causer des problèmes, ils essayaient de maintenir leur famille unie. Il marqua une pause en étudiant son café. Parfois, l'amour nous fait faire des choses folles, surtout quand on est trop jeune pour savoir mieux. Marcus se remua légèrement. « Papa, juste ici, est-ce que grand-mère va toujours bien ? » « Elle va bien, les médecins s'occupent très bien d'elle, » répondit David. Marcus hocha la tête, les yeux encore fermés. La question toucha David en plein cœur. Il pensa à toutes les nuits où il les avait laissés, à tous les événements scolaires manqués, à toutes les fois où il avait choisi sa patience plutôt que ses enfants. « Je vais demander un transfert au service de jour, » dit-il, la décision se cristallisant au fur et à mesure de ses paroles. Cela pourrait signifier une baisse de salaire, mais... « Tu ne peux pas, » intervint Marcus, ses yeux s'ouvrant entièrement. « Maintenant, ta famille a besoin de toi, tu as besoin de nous plus que jamais. » « Oui, » répondit fermement David, « et après ce soir. » « Eh bien, disons que j'ai eu un électrochoc que je ne pouvais ignorer. » Sullivan sourit. « En parlant d'électrochoc, je devrais rentrer chez moi, ma fille m'attendra pour notre rendez-vous petit déjeuner. » Il se leva en s'étirant. « Monsieur Wheeler, le département vous contactera pour des séances obligatoires de counseling familial, considérez cela comme une condition de notre résolution alternative aux événements de ce soir. » David hocha la tête. « Nous serons là. » Et, officier Sullivan, si jamais vous et votre fille voulez de la compagnie pour le petit déjeuner, je pourrais bien accepter, ajouta Sullivan. Après tout, Monsieur Trink ici semble être une excellente compagnie. Il tapa doucement sur l'éléphant en peluche d'Emma, qui était tombé par terre après le départ de Sullivan. David s'assit dans la lumière croissante du matin, tenant ses enfants contre lui. À travers la fenêtre, il pouvait voir les signes vitaux de sa mère sur les moniteurs, stables, forts, se battant, tout comme ses petits-enfants. La voix de Marcus, lourde de sommeil imminent, se fit entendre. « Papa, je suis vraiment désolé pour la voiture, » murmura David en déposant un baiser sur la tête de son fils. « Je sais, mon grand, mais tu sais quoi ? La voiture n'a pas d'importance. Toi et Emma, c'est ce qui compte, vous avez toujours compté et ce sera toujours ainsi. » Alors que ses enfants sombraient enfin dans un sommeil véritable, David regardait le soleil commencer à se lever sur les montagnes vertes. Quelque part dans l'hôpital, sa mère se remettait, quelque part au-dessus, Sarah veillait sur eux tous, et ici, en cet instant, il avait tout ce qui comptait vraiment, bien en sécurité dans ses bras. 2 semaines plus tard, David se tenait dans la cuisine de sa mère, regardant par la fenêtre pendant que Marcus aidait Emma à grimper dans le vieux érable du jardin. L'air d'automne était vif, rempli du bruit des feuilles craquant sous les pas et des rires d'enfants, des sons qui s'étaient fait trop rares dans leur vie ces derniers temps. « Ce sont de bons enfants, » dit Margaret depuis la table de la cuisine, où elle était censée se reposer mais tentait en réalité de se glisser un autre cookie. Sa couleur était meilleure et elle avait retrouvé une grande partie de son esprit habituel, bien que la collection de flacons de pilules sur le comptoir rappela combien ils avaient failli la perdre. « C'est parfait, » acquiesça David en se déplaçant pour intercepter la main tendue pour le cookie, « et tu es censé surveiller ton régime. » Margaret lui lança un regard qui lui rappela aussitôt qu'il avait 10 ans. « J'ai survécu à une crise cardiaque, je pense pouvoir survivre à un cookie aux pépites de chocolat. » C'est exactement la logique que Marcus utilisait à propos de ma voiture, dit David d'un ton sec, mais il poussa quand même l'assiette de cookies vers elle. Dehors, Emma avait réussi à atteindre la première grosse branche, tandis que Marcus l'apercevait d'en bas.
Ils portaient tous deux les casques de sécurité rouge vif qui faisaient partie des recommandations non officielles de l'officier Sullivan lors de leur première séance de counseling familial la semaine dernière. Tu sais, dit Margaret en trempant son cookie dans son thé, Sarah serait fière d'eux, terrifiée par ce qu'ils ont fait mais fière de la raison pour laquelle ils l'ont fait. La gorge de David se serra. Je sais, je souhaite juste que tu aies pu être là. Margaret étendit la main à travers la table et lui tapa dessus. Chérie, on ne peut pas être partout à la fois, mais tu es en train de faire des changements, c'est ce qui compte. Elle avait raison. Son transfert au service de jour avait été approuvé, à partir du mois prochain. Ils avaient installé un nouveau système téléphonique à la maison avec alimentation de secours, programmé avec tous les numéros d'urgence dont ils pourraient avoir besoin. Madame Peterson leur avait donné une clé de rechange et tante Janet avait réorganisé son planning de voyage d'affaires pour être en ville plus souvent. Mais les plus grands changements n'étaient pas pratiques. La sonnette retentit et la voix d'Emma se fit entendre à travers la fenêtre ouverte. Ils sont là. David alla ouvrir la porte et trouva l'officier Sullivan, Michael maintenant, et sa fille Lily sur le porche. Lily tenait un plat couvert qui dégageait une odeur suspecte, rappelant étrangement le fameux crumble aux pommes de son père. « J'espère que nous ne sommes pas trop en avance pour le dîner du dimanche, » dit Michael. « Parfait timing, » répondit David en se reculant pour les laisser entrer. Maman était sur le point de faire semblant qu'elle ne voulait pas aider à cuisiner. J'ai entendu Margaret appeler depuis la cuisine. Ces dîners du dimanche étaient devenus leur nouvelle tradition, née d'une nuit de crise mais devenant quelque chose de guérisseur. Lily, 13 ans, avait pris Marcus et Emma sous son aile, leur montrant sa collection de livres et leur enseignant des jeux de cartes qui se terminaient toujours par des fous rires. Alors qu'ils se rassemblaient tous dans la cuisine, Margaret dirigeait la circulation depuis sa chaise, Michael et David tentaient de coordonner leurs efforts culinaires, et les enfants mettaient la table entre deux courses effrénées. David s'aperçut qu'il écoutait, espérant entendre le rire de Sarah comme lors de ces moments de joie familiale, mais il entendit plutôt Marcus expliquer à Lily son nouveau tableau de responsabilité, qui incluait une section pour les protocoles d'urgence acceptables et des moyens d'aider papa à se souvenir de son téléphone. Emma montrait à Michael son dernier projet artistique, un dessin au crayon d'une voiture de police avec ce qui semblait être un éléphant la conduisant. « Papa, » appela Marcus, « pouvons-nous manger dans le jardin, comme un pique-nique » David regarda sa mère qui hocha la tête avec encouragement. « Pourquoi pas? C'est une belle journée. » Alors qu'il portait assiette et plat vers l'ancienne table de pique-nique, David observa ses enfants, comment Marcus se précipitait instinctivement pour aider Emma à franchir une légère marche, comment elle lui sauvait immédiatement le plus gros morceau de crumble aux pommes. Ils se déplaçaient en synchronie, comme des partenaires dans une danse qu'ils avaient pratiquée toute leur vie. « Ils restent ensemble, » observa Michael en venant se tenir à côté de lui. « Toujours, toujours, » confirma David, se rappelant les mots de Sarah désormais portés dans le cœur de ses enfants. « Il m'a fallu un certain temps pour me rappeler que ensemble m'inclut aussi. » Le soleil d'automne peignait tout d'un doré chaleureux, quelque part au-dessus d'eux, une volée d'oies s'envolait vers le sud, leurs appels résonnant dans le ciel clair. Emma apprenait à Monsieur Trinque les bonnes manières pour un pique-nique tandis que Lily et Marcus débattaient des mérites de divers pouvoirs de super-héros. Margaret observait tout cela avec le sourire satisfait d'une grand-mère qui savait combien ces moments étaient précieux. La vie n'était pas parfaite, il y aurait encore des défis, encore des moments où l'absence de Sarah se ferait si douloureusement sentir qu'elle en faisait mal respirer. Mais ils avaient reconstruit quelque chose de nouveau à partir des morceaux de leur cœur brisé, une famille qui allait au-delà du sang, unie par l'amour, la compréhension et ce genre de courage qui ressemble parfois à de la folie jusqu'à ce que l'on en comprenne l'origine. Et parfois, David et Marcus, examinant leurs clés de voiture avec une expression pensive, se disaient « Eh bien, nous cherchons de meilleures façons d'être des héros ensemble, toujours. »